Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri Halud Mauli. Chenni Beri Sigika Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans le grand dialogue de ce mardi, nous allons évoquer un événement majeur attendu dans la capitale malienne en janvier prochain. Il s'agit du sommet Afrique-France. C'est sans doute un honneur pour le pays qui a été choisi. C'était lors du sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité qui s'est tenu en décembre 2013 à Paris pour donc abriter le 27e sommet Afrique-France. À ces rendez-vous, ce ne sont pas les sujets qui vont vraiment manquer. Alors, avec les nouveaux défis et menaces à la paix et tout particulièrement quand même le terrorisme, selon les organisateurs d'ailleurs, il s'agira de mener une réflexion d'ensemble sur les nouveaux défis à la paix et à la sécurité et les réponses communes à y apporter. Alors, le sommet Afrique-France est donc un événement bien important, si important que l'ambassadeur chargé de l'organisation du sommet du côté de Paris disait, je cite, le Mali sera au centre du monde 48 heures, fin de citation. Un événement de ce genre, ça se prépare bien. Alors, comment vont les préparatifs du sommet Afrique-France? Quels sont les enjeux de l'événement? À ces questions, à bien d'autres vont répondre nos invités qui sont au nombre de 3. Il s'agit de Cheikh Amala Diarra, il est membre de la commission d'organisation du sommet Afrique-France. Monsieur Diarra, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également dans ce studio Ali Garba Koumta, qui est spécialiste des relations internationales. Il est chercheur au centre d'études stratégiques. Monsieur Koumta, bonsoir. Bonsoir. Le professeur Nyang est là. Le professeur Ablaï Nyang, qui est économiste et directeur de CNM. Monsieur Nyang, bonsoir. Bonsoir. À la présentation, c'est du format. Le grand dialogue. À toutes et à tous, bienvenue. Quelques 53 chefs d'État et de gouvernement, entre 2500 et 3000 délégués attendus à Bamako en janvier prochain pour le sommet Afrique-France. Les préparatifs semblent donc aller bon train. Alors, pourtant, à un moment donné, certaines presses, quand même, c'était en Occident, émettaient des doutes sur la possibilité pour le Mali d'organiser cet événement. Monsieur Diarra, Cheikh Amala, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de soucis à se faire à ce niveau, sans doute. Vous savez, c'est un événement majeur, vous l'avez dit vous-même. Préparer ce genre d'événement réserve toujours sa part d'incertitude. Il est extrêmement nécessaire pour chacun des acteurs d'être prudent, même si nous sommes d'une prudence optimiste, si je puis parler comme ça. Je puis dire qu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes à un niveau d'avancement plus que satisfaisant. Parce que dire qu'on est à un niveau d'avancement satisfaisant, ce serait la langue de bois. Nous avons des motifs de satisfaction dans la mesure où, du point de vue de la préparation intellectuelle, nous pensons que l'essentiel a été fait à ce niveau. Pour ce qui concerne cette fois-ci l'opérationnel, autrement dit la préparation au niveau donc, de l'organisation pratique sur le terrain, les infrastructures, les questions de logement, les questions de sécurité et ainsi de suite, nous sommes assez avancés. Nous pensons que de notre côté, il y a moins d'inquiétude, même si des sujets donc d'attention particulière demeurent. Voilà, pour parler peut-être de façon plus globale, quitte à aller plus loin. Professeur Ablanyang. Bon, je pense que le risque existe dans de pareilles circonstances. Même Paris est sous risque. Bamako, à cause de ses relations avec Paris, est sous risque. Donc, il faut mettre un accent particulier sur la sécurité des 53 chefs d'État, des 2000 ou 3000 délégués qui vont être présents ici. C'est une opportunité pour le Mali, et pour l'Afrique, et pour la France, pour le monde, qu'on vient discuter de la sécurité et de trouver des nouvelles solutions au système de défense des nations. Je pense que le problème, c'est à ce niveau-là. Maintenant, en ce qui concerne la partie matérielle d'organisation, je laisserai toujours à mon frère Diarra d'y veiller. Mais ce que nous avons vu un peu dans la presse, s'il y a des hôtels à rénover, s'il y a des travaux à entreprendre sur le budget français, apparemment, ils vont assurer le contrôle, parce qu'il y a toujours ce problème de confiance dans la gestion des ressources qui viennent d'ailleurs, pour éviter la corruption, pour éviter le détournement et pour éviter que l'argent soit utilisé sans que ça aille là où ça doit partir.
Oui, mais sur cette question-là, voilà. excusez-moi, allez-y. Le professeur a juste très rapidement évoqué un aspect sur lequel je demanderais à être un tout petit peu plus édifié peut-être. Ce n'est pas le comble, hein, c'est juste des hôtels à rénover sur financement français. J'aimerais être édifié sur la question. Je pense que l'aspect hébergement, transport, nous aurons l'occasion de voilà, à ce niveau-là, on en parlera. Voilà. Donc pour l'instant, nous allons donner la parole à Ali Garba Kounta, qui est donc spécialiste des relations internationales. Alors, Monsieur Kounta, ce sommet, comment vous le voyez venir? Les préparatifs, vous y êtes un peu intéressé? Oui, bien sûr. Mais côté préparatif, il y a déjà un représentant qui a ses responsabilités. Mais moi, du côté géopolitique, c'est peut-être là, dans le cadre des relations internationales, la coopération au développement. Et je crois que vraiment c'est une très grande opportunité pour le Mali avec tout ce que nous avons comme crise et solutions pour le développement. Alors quand on a une telle opportunité, je crois qu'il faut les saisir, se préparer. C'est fixé sur des pistes à défendre, plaider pour ça, pour que ça puisse contribuer à la résolution des crises, particulièrement au nord, et également les causes profondes de tout ce qu'on a comme ces crises, donc le développement. Je crois que là, c'est vraiment une très belle opportunité qu'il faut saisir et profiter. Alors, Cheikh Kamala Diarra, je rappelle que vous êtes membre de la commission d'organisation du sommet Afrique-France. Le Mali, évidemment, n'est pas à son premier sommet, mais il faut reconnaître que celui de cette édition qui va se dérouler au Mali, alors ça va se faire dans un contexte tout particulier. Alors, est-ce que même lieux sont retenus, parce que d'habitude on sait que ça s'est passé au palais de congrès. Est-ce que c'est toujours le palais qui est donc retenu? Et quelles sont les mesures spécifiques qui sont prises pour que ce sommet soit une réussite? Ben, écoutez, d'abord dire que le Mali organise pour la deuxième fois donc le sommet Afrique-France. J'entends bien que ça peut être perçu comme étant une expression de la confiance donc des chefs d'État d'Afrique et de France dans le Mali, en ce sens que si nous devrions faire le tour, comme dirait l'autre, attendre notre tour, on aurait peut-être attendu plusieurs années. Je n'ose évoquer ici le nombre d'années qu'on aurait attendu, étant entendu que c'est à chaque 2 ans ou quelque chose comme ça que les choses se passent. Maintenant, oui, nous avons au Mali le centre donc, de conférence de Bamako, qui va abriter l'essentiel donc de l'événement en termes donc de rencontres des chefs d'État, parce qu'il y a des infrastructures qui existent, qui sont à ce niveau-là, qu'il faut réhabiliter. C'est vrai qu'il faut réhabiliter et ça c'est un travail en cours. Il y a donc les hôtels et tout ça qui sont donc répartis par zone, n'est-ce pas? Et selon la question de sécurité, comme l'a dit le professeur. Donc ça va être les mêmes lieux. Pas forcément avec les mêmes acteurs. Nous sommes 10 ans après ou 12 ans après, n'est-ce pas? C'était 2005 et nous sommes en 2016, 2017 bientôt. Donc voilà, pour répondre à votre question très rapidement. Vous travaillez en étroite collaboration d'ailleurs avec vos collègues français qui sont chargés de... Oui, le Mali est co-organisateur avec la France. Et vous avez cité l'ambassadeur Frédéric Clavier, qui est l'ambassadeur en charge du sommet côté français. Ça, c'est vraiment ce sont ses titres. Et il travaille en étroite collaboration avec le président Abdullah Koulibaly, qui a rang d'ambassadeur comme lui et qui est le président du comité d'organisation du sommet Afrique-France, comité national d'organisation du sommet Afrique-France. Donc nous sommes en étroite collaboration, nous travaillons sur les mêmes thématiques, nous faisons en sorte que sur les différentes questions, nous ayons une convergence de points de vue, peut-être pas forcément si je puis dire, la similarité d'opinion, mais que les choses soient claires, que voilà, ça c'est la position du Mali sur telle question, ça c'est la position de la France. On travaille à harmoniser les positions des uns et des autres. Voilà. Professeur Onyango, vous pensez que le Mali est en mesure quand même de relever tous les défis liés à l'organisation, parce qu'en fait c'est un événement majeur, il y a du monde, il y a beaucoup de choses à régler, il y a côté logistique, il y a côté hébergement, il y a côté transport. Vous êtes également optimiste
optimiste certainement par rapport à ce qui s'est fait. Écoutez, vous savez, il faut rester fondamentalement optimiste dans la vie. Ce qui est sûr, au moment où on confiait ça au Mali, c'était en décembre 2013, vous l'avez rappelé. On venait de faire les élections. C'était donc un dividende qu'on accordait au président Ibeka. 3 ans après, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Et du côté de la France et du côté du Mali. C'est-à-dire aujourd'hui, le président Hollande n'a pas cette même puissance qu'il avait au moment de prendre la décision en 2013. Comme le président du Mali n'a pas la même puissance qu'il avait aussi aujourd'hui. Je crois que ça, c'est des réalités que nous devons à nos auditeurs pour les explications. L'optimisme, normalement, en temps normal, si on ne va pas au premier sommet, mais on va au niveau de la CAN 2002. La CAN 2002 a été un projet de développement. Ça a permis de faire des infrastructures qui ont ouvert des zones loties, mais dont l'accès était très difficile. Je vois un peu Nyamakoro, mais aussi faire des villas que nous autres qui étaient de la diaspora avaient eu l'espoir qu'on pouvait avoir des villas plus facilement, parce qu'en ce moment, les projets sociaux n'existaient pas. Donc, nous sommes optimistes que c'est possible. Nous avons discuté à Djougou-Nimaya tout de suite avant de venir. Il y a des petites choses comme le curage au niveau de Bozola des fosses que la population voit comme une opportunité que le Mali n'a pas pu réaliser pour la population, mais que ce sommet peut être pour pouvoir le faire, parce que ça leur donne un environnement invivable. Donc ils espèrent que le sommet va être une opportunité pour forcer le gouvernement du Mali à réaliser de telles infrastructures ou à réhabiliter de telles infrastructures qui va leur donner un environnement plus... Mais le problème sécuritaire demeure. Il va demeurer et il n'est pas évident, un bon économiste et un bon statisticien, que même quelques 2 mois avant le sommet, qu'il y ait un risque qui a fait qu'en France, il y avait des événements qui étaient prévus, mais qui ont été annulés. Donc il faut qu'on ait ça aussi à l'esprit, qu'on soit dans l'anticipation. Est-ce que les hôtels, aujourd'hui au Mali, c'est vrai, quand vous passez dans les infrastructures, dans les hôtels, vous trouverez qu'ils ont fait beaucoup de travaux pour pouvoir canaliser ou minimiser les attaques sur les hôtels. Mais ce n'est pas suffisant. Le Malien est négligent de par sa nature, et avoir autant de délégués répartis dans les 3 zones que vous avez identifiées peut toujours porter un taux de risque relativement important. Et j'espère que ceux qui vont venir chez nous, qu'ils retournent chez eux sans qu'il y ait quoi que ce soit. Et surtout pas de pertes en vie humaine. Ça, c'est notre souhait le plus ardent. Ali Garba Koumta, ce sommet, à certains égards, quand même, on peut constituer une opportunité pour le pays. Hein. Oui, bien sûr. Mais également, je suis tout à fait d'accord avec le docteur, ce qu'il vient de dire. La sécurité, peut-être qu'il y a un plan B aussi. Au Mali, il n'y a pas de stabilité, c'est connu. Kidal n'est pas loin de là, Tombouctou, il y a Igao, Ténenkou récemment, tout ça. Nampala. Donc, tout ça, on ne peut pas nier tout ça. Alors, tout cela appelle à plus de vigilance, c'est ce que vous voulez dire certainement, oui. Oui, et puis il faut vraiment conjuguer l'ensemble des efforts de tout ce qu'il y a comme expertise en prévention des conflits, résolution des crises. C'est ça, et certainement que vous venez de le dire que vous êtes avec l'ambassade de la France, donc c'est ça. Donc il faut vraiment prendre ça au sérieux et travailler beaucoup sur ça. Et maintenant, les enjeux, bien sûr, on en a. Et c'est pour cela que nous prions. Et tout ce qu'il y a comme mystique, il faut réveiller tout ça pour que ça puisse... Le Mali a ses ressources aussi. Oui, mais ça fait partie de nos ressources. Oui, il faut tenir tout ça. C'est le capital social. Voilà, absolument. Donc il faut éveiller tout ça. Comme on le dit en Bambara, il faut faire recours aux choses anciennes. Oui, en tout cas, tout ce qu'on a comme pouvoir pour qu'on ne change pas la tenue et que ça puisse se tenir, si ça se tient aussi, que les autres retournent
en paix, en sécurité. Il est au travail. Donc on est dedans, nous prions. En plus du juridique, nous faisons aussi du mystique pour que nous puissions avoir la paix. Cela étant compris, nous allons observer une courte pause avant de poursuivre ce débat. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Le sommet Afrique-France que le Mali va abriter, ce sera le 13 et 14 janvier prochain. C'est ça le sujet donc du grand dialogue de ce mardi. Nous l'évoquons avec trois invités. Alors, avant de passer quand même aux enjeux, cette petite question, peut-être par anticipation, je ne sais pas, ce genre d'événement quand même, je crois que ça peut souvent exiger certaines contraintes, surtout qu'on a évoqué la situation sécuritaire du pays. Alors, s'il y aura par exemple des contraintes par rapport au déplacement des populations dans certains quartiers, est-ce que M. Cheikh Amalou Diarra, il ne faudra pas au préalable peut-être procéder à une certaine sensibilisation? Non, incontestablement, mais moi, avec votre permission, je voulais réagir un peu aux propos du professeur Nyang, qui a touché du doigt un aspect extrêmement important, c'est-à-dire il a dit avec des mots assez précis que l'optimisme n'empêche pas que nous soyons prudents et que nous soyons vigilants pour ce qui concerne la dimension sécurité donc de ce rassemblement. Il est certain que les contextes sont évolutifs, changeants, très changeants, que le contexte international en soi-même est extrêmement changeant et que nous devons, en responsable, tenir compte des différents paramètres pour apprécier la situation et pour la gestion donc, de l'événement qui nous est confié. C'est une réalité. Le Mali a hérité, si je puis parler comme ça, du sommet Afrique-France, dans un contexte assez spécifique. Le président venait d'être élu. Nous étions dans un processus de sortie de crise, un processus de sortie de crise, et nous n'avions pas nous-mêmes forcément la meilleure visibilité de ce que aurait pu devenir les mois ayant suivi l'élection présidentielle. Nous étions dans une dynamique. Les chefs d'État ont fait confiance au Mali. La prime à la démocratie, selon votre appréciation. Moi, je dis, c'est la solidarité internationale pour un pays qui était, disons-le, net, en perdition. Dans la main pour qu'il puisse revenir dans le jeu institutionnel, dans le jeu diplomatique international. On appréciera comme on voudra, mais c'est un geste positif. Alors, évidemment, cette question sécuritaire va demeurer. Le risque zéro n'existant pas, il faut qu'on soit honnête aussi à le dire, le risque zéro n'existe pas. Le plus important, c'est de se préparer, faire en sorte, et vous l'avez exprimé comme vœu, M. Kounta également, nous prions tous et nous travaillons pour que les hôtes qui vont venir au Mali, et vous savez quelle est la valeur de l'hôte au Mali, les hôtes qui vont venir au Mali puissent retourner en bonne santé et garder de notre pays le meilleur souvenir possible. C'est un vœu, nous l'exprimons. Maintenant, vous parlez de la question donc, des contraintes. Il est évident qu'un rassemblement de cette nature va nécessairement générer des contraintes. Il va falloir, et ça va venir justement des mesures de sécurité, restreindre le maximum possible la circulation de personnes, d'individus qu'on ne connaît pas dans les zones les plus proches où vont résider ou bien où vont travailler les chefs d'État. Et ça, c'est une obligation. Comme il n'est pas évident que de Koulouba se trouve à Dabalani. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mesures de sécurité des hôtes, c'est des mesures de très haut standing. On est obligé de s'y souscrire. Ça fait partie du cahier de charge. Et ça fait en sorte qu'on va limiter forcément la circulation, à la fois des transports publics, des transports privés, donc la circulation dans les zones les plus sensibles. Ça va être réparti en zones sensibles de vraiment haut niveau, de niveau moyen, orange, rouge, peu importe la couleur. Sensibiliser la population, oui, absolument. Ça fait partie de notre travail et j'en profite pour remercier Studio Tamani de nous donner l'opportunité aujourd'hui de nous exprimer.
sur les différentes questions. Et cela fait partie effectivement de notre programme de communication, de sensibilisation et du programme de mobilisation sociale qui est conçu et dont le démarrage a eu lieu déjà le dimanche dernier, le dimanche 21, avec le lancement de notre tournoi de football, donc du studio. Voilà. Alors, professeur Niang, on peut finalement dire que la réussite du sommet ne dépendra pas des seules autorités et apparemment les populations ont leur partition à jouer. Les populations ont leur partition à jouer, mais les populations des autres pays qui vont venir aussi ont leur partition à jouer. Il se pourrait qu'effectivement, que les 53 États, disons les États qui sont invités et les institutions internationales qui sont invitées, que leur pays disent « Hé, là, c'est compliqué là ». Et nous avons une tendance qui s'est établie récemment. Toutes les fois qu'il y a des sommets, il y a des chefs d'État qui ont quitté précipitamment le sommet pour retourner chez eux. Ce fut le cas du Mali, quand il y a eu l'attaque de Radisson, ils étaient à N'Djamena. Et c'était aussi le cas du Niger, quand il y a eu des attaques. Donc, il y en a qui vont dire, est-ce que, puisque vous parlez de mystique maintenant, on va quand même continuer un peu. Il ne faut pas que les gens pensent que si nous partons à un tel sommet, que nous avons un certain risque chez nous que quelque chose arrive et qui nous précipite pour quitter le sommet. C'est-à-dire le monde d'aujourd'hui, le système de défense, si on n'introduit pas un système de défense stratégique des nations et qu'on se met tout juste dans le tout militaire, sécuritaire, ça ne marchera pas. Donc la population a un rôle très important à jouer. Il faut l'éducation, mais ce n'est pas pour 6 mois, dans 6 mois on est au sommet, que les Maliens, que vous mettez beaucoup plus d'accent sur Maya Djoutia Konon. C'est-à-dire que nous sommes un pays fondamentalement où la sociabilité existe, le comportement. Donc on n'est pas de comportement tendant à créer l'insécurité. Or, la drogue a fait son chemin aussi dans nos villes. Le banditisme a fait son chemin. C'est l'occasion de se manifester et c'est l'occasion de marquer des points. Et il ne faut pas se leurrer là-dessus aussi. La perception des Maliens de plus en plus vis-à-vis de la France n'est pas bonne, à partir de Kidal. Nous sommes des centres de recherche et bien stratégiques, nous sommes obligés de le dire. C'est-à-dire aujourd'hui, la gestion de Kidal, la gestion du Nord, l'après-Serval, n'a pas aidé beaucoup la France du point de vue perception de la population, puisque c'est de la population dont vous parlez. Ce n'est pas suffisant que le président de la République du Mali dise « je vais faire le maximum de moi-même pour recevoir mes hôtes », mais la population peut ne pas être aussi gentille comme il l'était à la veille de Conan, où les enfants portaient le nom de Hollande, mais qui ont été débaptisés pour être autre chose que... D'où la nécessité peut-être de sensibiliser davantage. Mais ils ont un programme. Mais le football ne suffit pas. Le football ne suffit pas. Je pense que nous sommes prêts à vous aider. Mais aller dans ce que basé sur nos valeurs sociétales et culturelles, c'est-à-dire Djogoni Maya, et mettre de l'accent là-dessus pour que réellement on fasse tout pour qu'aucun étranger ne parte avec une idée différente de ce que nos grands-parents nous ont donné, ou bien nos parents nous ont donné comme héritage, d'être sociable, d'être gentil, de se sacrifier, de quitter notre lit pour donner à quelqu'un d'autre. Et je pense qu'on est en train de perdre ces valeurs-là. Et un retour un peu vers là ne fera pas du mal pour le sommet. Ali Garba Kunta. En fait, je voulais aussi... on a quand même un atout en ce qui concerne... Si vous vous rappelez de l'organisation de Cannes 2002 avec tout ce qu'il y a eu comme accueil, tout ça, le Djatigia, c'est extraordinaire. Et si vous prenez aussi l'histoire même de la francophonie, je peux dire de la francophonie parce que c'est venu de la colonisation. Il y a de ces rapports dans lesquels j'ai retrouvé que les premiers colons, ils disent qu'ils n'ont jamais rencontré une communauté qui a tant de fierté au Mali. C'est-à-dire, donc, et c'est là aussi que les gens, ils ont beaucoup refusé cette francophonie, je vais dire l'histoire, la résistance. Ils disent que les militaires français, ils n'ont jamais rencontré une communauté qui a tant de notions et de sens de fierté, de valeurs,
où ils ont eu tant de... Les gens les ont repoussés, il y a eu beaucoup de résistance, si vous connaissez l'histoire de Firoun, Tcheba, tout ça. Donc, voyez-vous, bon, alors tout ça, c'est des valeurs. C'est des valeurs qu'il faut montrer. Le Mali a beaucoup de valeurs. Et vraiment, je suis tout à fait d'accord et j'apprécie beaucoup votre association, les valeurs. Oui, et ça, si vous voyez aussi qu'il y a d'éventualité que les communautés, la population malienne puisse résister, montrer un mécontentement, et là aussi ils en parlent. Le sens de la gouvernance, la responsabilité. Et vous donnez beaucoup de valeurs qui font que quand un État est géré de tel, les populations vont se rallier, vont soutenir, vont aider, ça donne le sens de la citoyenneté et du patriotisme. Mais quand les populations ils voient d'autres pratiques qui sont en leur défaveur, ça peut créer des mécontentements et qu'il ne faut pas négliger par de l'organisation seulement du folklore, du football. C'est un travail de fond. Ouais, Monsieur Diarra voulait un moment donné. Je voulais réagir pour qu'on puisse préciser les choses. J'ai parlé de football comme étant une de nos premières manifestations. Non, c'est important. Voilà, non, c'est important. Non, c'est ça, oui, c'est ça. C'est pour vous dire. Oui, absolument. Ce serait dramatiquement, voilà, ce serait dramatiquement pauvre de notre part. Je prends bonne note de ce qui a été dit et je pense que nous sommes peut-être, je vais m'exprimer là-dessus, dans des logiques assez proches. Le Comité national d'organisation, dans son programme d'action, est bien conscient que le sommet Afrique-France, sa réussite, son organisation et sa réussite, c'est un enjeu important pour le Mali et c'est pourquoi nous voulons en faire une affaire des populations. Vous avez parlé de la sécurité, de ne pas limiter la sécurité à la dimension militaire. C'est évident que nous partons du principe que le meilleur agent de sécurité, c'est la population elle-même. C'est la population elle-même. Lui donner les éléments, lui donner les habitudes, lui donner les réflexes qui permettent qu'elle puisse détecter dans son environnement immédiat tout mouvement, tout élément suspect et agir de manière à ce que l'irréparable ne se produise. Ça, c'est évident et ça fait partie donc de ce que nous sommes en train de faire. Il y a pas mal donc de programmes dans ce sens-là, de sensibilisation, mais également de responsabilisation. Parce qu'il faut que les gens soient responsables de leur propre sécurité. C'est notre conviction. Nous partons du principe également que en 6 mois, 3 mois, en 5 mois, vous ne pouvez pas changer fondamentalement la nature des gens. Vous pouvez agir de manière à les sensibiliser, vous pouvez agir de manière... Parce que la sensibilisation, c'est quoi? C'est mettre à la disposition des gens des éléments d'appréciation, des éléments d'information qui leur permettent, de leur propre chef, de comprendre, d'adapter leur attitude aux situations qui se présentent. Il ne s'agit pas de dire ne faites pas ça, ce n'est pas bien. Non. Voilà. On leur donne les éléments d'appréciation, on les met dans des dynamiques effectivement qui permettent que les populations se sentent concernées. Vous avez parlé du cas de Bozola en disant que peut-être que si on curait les fossés, oui. Ça fait partie des choses qu'il faut faire, que la population se sente également partie prenante, mais également intéressée à ce qui se passe. Qu'elle sache que, ce faisant, elle participe d'elle-même à ce qui va se passer, que ce qui est en train de se passer, c'est d'abord dans son intérêt. Le Mali d'aujourd'hui n'est certes pas le Mali de 2005. Nous sommes dans des situations assez compliquées. Monsieur Kounta, en parlant et en vous reprenant d'ailleurs à parler d'opportunités pour le Mali. Et c'est vrai que nous devons faire en sorte que ce sommet représente une réelle opportunité pour le Mali. Et quand on dit une opportunité, c'est davantage un terme générique ici. Le professeur serait d'accord avec moi, c'est qu'il y a pas mal d'autres aspects à prendre en compte qui convergent dans cette opportunité. Opportunité pour le Mali de revenir sur la scène internationale dans des conditions meilleures, après avoir connu la situation à la minute catastrophique qu'il a connue. Opportunité pour les populations en termes de retombées éventuelles pour ce qui va se passer, 2500 à 3000 personnes, sans compter qu'avant le sommet, nous avons au moins 3 à 4 forums qui vont se passer. Et pour chaque forum, ce n'est pas moins de 200 personnes qui vont se trouver sur Bamako. Ça vous donne une idée de la masse
donc de population qui va se déplacer sur le Mali et qui vont laisser des traces en termes donc de retombées financières pour les acteurs économiques. Ce n'est pas à négliger pour un pays qui est dans une situation où la rareté des ressources financières se fait sentir au plus bas niveau. Donc, on a conscience que la sensibilisation, certes, mais surtout l'information des populations pour leur donner les éléments d'appréciation et leur responsabilisation par rapport à cet événement qui va venir, qui, vous l'avez dit vous-même, n'est pas une affaire qui concerne que les autorités. Ce serait l'erreur. Et le Mali, je peux le dire ici, a tout fait pour qu'on évite d'enfermer le sommet dans la tour d'ivoire de la diplomatie, en disant que c'est une affaire de chef d'État. Parce que la tentation est forte, en disant que c'est des chefs d'État qui vont venir pour une journée ou deux, on n'a pas besoin de faire tant de trucs, on va barricader la zone, les chefs d'État vont se réunir, chacun va sortir, prendre son avion et partir. Mais les populations vont se dire, mais alors, cela aurait pu se passer, c'est pas moi, n'importe où qu'à Bamako. Si on vient à Bamako, c'est pour que les populations du Mali se sentent concernées. Si on vient à Bamako, c'est pour que les populations du Mali participent. Et c'est ça notre credo, faire en sorte que ce soit une affaire de la population. Et nous y travaillons. La suite de ce débat dans un instant. Une réaction, Un avis, Un commentaire, réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Alors, nous revenons à notre sujet, le sujet du jour, qui est donc le sommet Afrique-France attendu à Bamako en janvier prochain. Nous allons quand même maintenant donner la parole, nous allons aborder un autre aspect de ce débat. À vous, je pose la question en premier lieu, vous, professeur Abdoulaye Yango. Économiquement, un tel événement, qu'est-ce que ça peut apporter au Mali? Non, économiquement, bon, c'est des emplois à court terme. Et comme il est dit, bon, ça peut ouvrir d'autres opportunités d'affaires, puisqu'il y aura les hommes d'affaires aussi qui vont venir et ils vont discuter. Mais l'environnement de l'investissement au Mali étant insécurisé, c'est un autre problème. Mais je voulais quand même jeter quelque chose dans nos réflexions pour les populations. Il y a un besoin de communication, mon frère. C'est le spécial de communication. Il faut enlever la perception dans la tête des gens que l'opération Bulldozer Amikane, version Amikane, est faite pour le sommet France-Afrique. Dans quel cas, si on doit créer de l'emploi, on doit créer des opportunités de réaliser de l'économie, de la richesse, que d'autres ont déjà perdu leur source de réalisation de richesse et d'emploi. Donc, vous voyez, ils ont fait la parallèle dans les journaux, ce n'est pas des bons chiffres, 200 000 emplois à créer ou créés et 300 000 emplois perdus. Donc, il y a un problème de communication qu'il faut entreprendre pour réellement enlever dans la tête des gens cette perception d'abord. Bon, mais sinon, il y aura toujours des retombées économiques dans les restaurants, dans la restauration surtout, parce que les gens doivent manger. Et puis, bon, l'artisanat ne fleurit pas beaucoup, mais sinon l'artisanat aussi va en profiter beaucoup. Le secteur du tourisme, des services de restauration et du tourisme, je crois que ça sont des secteurs qui peuvent profiter beaucoup. En ce qui concerne le long terme, pour avoir des relations d'affaires, les relations entre la France et nos pays ne sont pas les bonnes pour avoir de la durabilité dans les relations économiques. C'est-à-dire qu'ils ont toujours considéré qu'ils vont apporter le capital d'investissement. Et nous, ils sont avec l'État, dans le domaine de l'or, par exemple, je prends ça, où on est à 20%, et aucun agent économique malien n'est propriétaire du capital d'investissement des sociétés multinationales. C'est uniquement que Diallo a essayé d'en voir sur l'or, mais sinon tout le reste, non. Donc là, ce n'est pas évident en tant que bon économiste de dire qu'il y aura des retombées, sauf s'il y a des travaux d'infrastructure qui vont permettre d'ouvrir d'autres opportunités encore pour exploiter
des choses qui sont... Oui, mais le sommet, quand même, ça va servir à quelque chose pour certaines catégories. On doit parler des hôtels, il y a les transports, etc. Oui, à ce niveau. C'est peut-être minime à un niveau. Si c'est 10 jours. Et bon, vous savez, l'Arabie Saoudite en profitait dans le temps parce que tout le monde apportait ses marchandises et toutes ces marchandises en Arabie Saoudite. On partait tous en Arabie Saoudite parce qu'on sait qu'il y a la période de Hajj qui va venir et que pendant cette petite période courte là seulement, ils peuvent réaliser suffisamment sur les 10 mois à venir. C'est comme l'agriculteur qui réalise tout pendant 3-4 mois de saison de pluie et puis c'est parti. Bon, donc si le sommet vient et que dans tous les cas, je peux parier avec mon frère, il n'y aura pas un sommet d'une telle importance encore France-Afrique. On tend vers la mort de telle structure parce que ce n'est plus conforme aux normes de la globalisation. Ça, il ne faut pas se leurrer là-dessus. Il n'y a pas de précaré, il n'y a pas de possibilité pour un cloisonnement entre la France et l'Afrique. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que le problème sécuritaire, on n'a pas eu de résultat dans le nord du Mali parce que simplement la leçon 22-27 a sous-traité la sécurité à la France. Alors que nous avons combien de pays qui sont présents ici avec des ressources sécuritaires, qui sont stationnés, qui sont en position de cantonnement et en position d'attente, alors qu'ils devaient être en position offensive comme les troupes de Barkhane. Bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, ça ne peut pas continuer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se là-dessus. Nous allons rentrer dans l'histoire en étant un des pays qui aurait organisé et réussi un sommet d'une telle importance, parce que le prochain sommet, ils ne seront pas là. Le temps de Mitterrand est parti, le temps de Foccart est parti, et même le temps de Hollande dans son trio avec Fabius et le ministre de la Défense Yves Le Drian, ce temps-là est parti. Et Macron vient de partir, eh bien, ils s'affaiblissent au niveau de Paris. Avant donc de donner la parole à M. Kounta, je pense qu'on va laisser M. Diarra réagir. Parce que le professeur, en passant, c'est vrai, vous avez élevé le débat à un niveau donc, de géopolitique et géostratégique sur lequel on peut encore discuter, et ça va venir. Je pense que ce qui est important et sur lequel il faut que nous nous focalisions pour le moment, c'est que la dimension économique, elle est à différents niveaux. Et là, je suis d'accord avec vous. Elle est à prendre en compte dans le court terme. Aujourd'hui, si je dis court terme, c'est-à-dire dans l'immédiateté, un sommet comme celui-là, dans sa préparation, dans son organisation, ça se fait avec des opérateurs économiques maliens, ça se fait avec des populations qui vont bénéficier de retombées immédiates, ça se fait également pour il va y avoir la création d'emplois, comme vous dites, de courte durée, qui vont profiter à des jeunes, qui vont profiter à des femmes, et pour pouvoir produire donc de la richesse. Peut-être pas pour toute l'année, mais ça leur donne du travail. Et ce n'est pas à négliger. Je pense que nous devons avoir une bonne lecture de notre propre contexte national. Qu'aujourd'hui, je ne dirais pas que tout est bon à prendre, mais nous sommes dans une situation où... Voilà. Non, mais attention. Non, je veux dire que c'est une opportunité pour des jeunes. Voilà, il faut réaliser. Oui, il n'y a pas de doute. Et l'analyse sur la projection, sur peut-être dans les 10 ans à venir, dans les 5 ans à venir, peut-être même pas 10 ans, dans les 5 ans à venir, c'est une projection sur laquelle on peut effectivement s'amuser à faire des analyses en se disant qu'aujourd'hui, c'est vrai, il n'y a pas de précaré. Il n'y a pas question de précaré. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le sommet Afrique-France ne se limite pas au seul pays francophone. C'est déjà un signe assez clair que la France elle-même fait une lecture qui est une lecture donc de l'ouverture. Alors, cette question à vous, M. Kounta, on sait que tous les sommets Afrique-France ont eu un nager, mais ce 27e sommet, quand même, est-ce qu'il n'y a pas de nager particulier? Car il semble que plus que jamais, quand même, les États ont besoin d'aller ensemble se donner la main pour faire face à des situations qu'aucun État à lui seul ne peut gérer. Je parle notamment de l'insécurité, de la menace. Voilà. Est-ce que ça ne fait pas la particularité de ce sommet qui se tient à Bamako? Oui, effectivement, c'est la particularité. Et cette particularité donne, je reviens encore sur le mot,
l'opportunité pour le Mali qui semble être qualifié comme étant les nids du terrorisme et de l'extrémisme violent. Parce que, il faut le dire, on a vraiment une sécurité très faible. Et c'est là qu'ils profitent du nord, ce vaste nord, qui, du point de vue géographique, fait aussi la faiblesse, où l'État ne peut pas tout couvrir. Donc je crois que vraiment, et même la thématique, c'est pas pour rien, si on prend sécurité, tout ça. Alors, donc il faut bien le saisir. Et maintenant, il faut aussi voir, surtout, on dit qu'il n'y a pas de précarité, tout ça, il faut voir les causes profondes de l'insécurité, qui est, à mon avis, la pauvreté extrême, qui est un problème de gouvernance, qui est un problème de développement. Donc, et je crois que quand il y a une telle rencontre, certainement, on va lier l'insécurité au développement. Et c'est là, le Mali, il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire, en l'occurrence pour la jeunesse. Ce n'est pas seulement pour ces 10 jours, les retombées de ceux qui tombent tout de suite. Il faut aller à des projets vraiment durables, quoi. Des projets qui vont faire l'émergence je sais pas moi, de la créativité d'emploi, je vous laisse cet aspect, en tout cas qui va vraiment changer la situation sociale, économique et culturelle de certaines couches défavorables. Alors, et ça, il faut le saisir. Monsieur Kounta, oui. Ce que vous dites, je l'entends d'autant mieux que le sommet, en tant que momentum, va effectivement se saisir de cette thématique-là pour en débattre. Mais avant le sommet, nous avons en préparation, en même temps, au moins un forum donc, de la jeunesse qui est préparé à 2 niveaux. Préparé au Mali et préparé en France, avec le partenariat du MEDEF, le mouvement des entreprises de France, et dont la thématique principale, c'est l'entrepreneuriat. Faire en sorte que la jeunesse puisse être aidée, puisse trouver des pistes pour se prendre en charge et surtout favoriser c'est-à-dire comment on appelle, la création d'entreprises, l'auto-emploi, la création d'entreprises. Important. Il n'y a pas, au courant du mois de juillet, nous étions à Paris et nous avons rencontré la diaspora, la jeunesse malienne, ainsi que des jeunes donc d'autres pays, pour faire cette mise en relation et faire en sorte que la jeunesse se sente partie prenante, non pas pour juste comme en 2005 on a eu ici la jeunesse africaine, sa créativité, tant, sa diversité et puis tout, ça produit quoi? Ça n'a pas produit grand-chose. On veut faire en sorte que l'après-sommet, il y ait justement la prise en charge des préoccupations qui auront été formulées par la jeunesse et que les chefs d'État puissent s'engager sur des problématiques, sur des problèmes liés à l'emploi des jeunes. La deuxième chose, je termine. La deuxième chose, nous avons un forum genre et développement. Orienté encore une fois sur l'autonomisation économique de la femme et le rôle des femmes dans l'économie africaine. C'est extrêmement important. Sortir des slogans, sortir des thèmes battus pour examiner des pistes d'action qui puissent être proposées, en tout cas soumises à l'appréciation des chefs d'État et requérir leur appui et leur intervention pour la prise en charge de ces préoccupations qui auront été formulées. Et nous avons un troisième forum, c'est le forum économique. Oui, donc la dimension économique de ce sommet-là, elle est importante. Le forum économique, c'est quand même avec l'ensemble, donc encore une fois le MEDEF, mais le patronat malien et les patronats de l'Afrique de l'Ouest. Donc tout le monde est concerné par cette thématique-là de l'économie, de faire en sorte que les pays africains aient des pistes d'action et une réflexion approfondie sur le long terme. Vous avez parlé donc de ce que, après le sommet, qu'est-ce qui va venir? Et c'est ça qui est le plus important. Voilà. Alors, sur ces propos qui s'achèvent donc le grand dialogue de sortie, M. Nianga a 2 mots à dire, juste 2 mots. 30 secondes tout juste. Non, je pense que à la sortie de
de cette réunion, de cette conférence, si c'était possible d'adopter une vision de globalisation de co-entrepreneuriat axée sur la prospérité partagée dans la stabilité, la paix et la sécurité, qui ouvrira le précaré aux autres nations, et la stratégie de globalisation de co-entrepreneuriat également, qui a un principe de discipline partagée. Parce que je ne suis pas beaucoup d'accord que la jeunesse qui avait dit en 2005 que si vous vous occupez de la jeunesse va vous occuper. Et la jeunesse s'est occupée des chefs d'État à cause du printemps arabe et tout. Donc je vais dire simplement qu'il est possible, mais il y a une question qui est posée, il n'a pas dit qui paye pour le sommet. Malheureusement, qui paye pour la rénovation des Je crois que le sommet c'est en janvier, nous aurons l'occasion de revenir sur le sujet. Merci à vous tous, on se retrouve demain. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.